Je m'appelle Naomi Carter. J'ai 27 ans. La première fois que mes parents m'ont dit que j'avais 2 jours pour quitter la maison que mes grands-parents avaient laissée derrière eux, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je ne leur ai pas demandé comment ils pouvaient me faire c'est à point j'y suis restée là, sur le seuil de la cuisine, la main toujours enroulée autour d'une tasse de café froid, écoutant ma mère parler de cette voix douce, fausse et calme qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait paraître raisonnable tout en disant quelque chose de cruel. Mon père se tenait à côté d'elle, comme si la décision avait déjà été prise, et ma jeune sœur s'appuyait sur le comptoir avec le genre de petit sourire suffisant que les gens arborent lorsqu'ils pensent que la fin leur appartient déjà. Ils ont dit que la maison était trop lourde pour moi, que j'étais égoïste, qu'une maison familiale devait aller à la fille qui était sur le point de se marier et de construire un véritable avenir. Puis vint la date limite. Vendredi. 2 jours. Je devais emballer mes affaires personnelles, laisser les clés et ne pas envenimer les choses. Ce qu'il voulait, c'était une dispute. Il voulait des larmes. Des supplications. Peut-être un dernier argument désespéré qu'il pourrait transformer plus tard en preuve que j'étais instable et ingrate. Mais je savais déjà quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais ce qui se trouvait dans le coffre-fort à l'étage. Je savais pourquoi mon grand-père avait cessé d'avoir l'air inquiet dans les dernières semaines de sa vie. Je savais que s'ils ouvraient ce coffre en croyant avoir déjà gagné, la tête qu'ils feraient vaudrait chaque seconde que j'aurais passé à rester silencieuse. J'ai donc hoché la tête une fois, j'ai dit d'accord et je suis partie comme une femme qui venait de tout perdre. Derrière moi, j'ai entendu ma sœur rire sous l'effet de son souffle. Derrière elle, toute la maison est restée immobile, comme si elle attendait. Lorsque ma mère m'a appelé encore et encore, la voix tremblante, me suppliant de ne pas faire ça, il était déjà trop tard. Avant que je ne vous dise ce qu'il y avait dans ce coffre et pourquoi ma famille est passée de la fête à la panique en moins d'une demi-heure, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous écoutez, parce que je veux vraiment savoir jusqu'où va cette histoire. Et la vérité, c'est qu'au moment où ils m'ont donné ces 2 jours, j'avais déjà passé des années à apprendre exactement qui comptait pour eux et qui ne comptait pas. Et la maison de mes grands-parents à Stone Mill. Était le seul endroit où je m'étais sentie choisie plutôt que tolérée. Elle était située sur une colline tranquille au-dessus de l'eau, une ferme en pierre avec de profonds rebords de fenêtres, de vieux planchers en pin et un porche arrière qui capturait la dernière lumière dorée chaque soir. Pour les étrangers, elle ressemblait à une propriété côtière de grande valeur. Pour moi, c'était l'endroit où ma grand-mère m'avait appris à faire de la tarte aux myrtilles sans tasse à mesurer, et où mon grand-père m'avait appris que le caractère d'une personne se manifeste toujours lorsque personne ne l'oblige à être décente. 3 ans avant sa mort, tout a changé. Et ma grand-mère a commencé à oublier de petites choses. Puis elle en a oublié de plus grandes. Elle laissait le thé bouillir sur la cuisinière. Elle mettait le sucre dans le réfrigérateur. Une fois, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a appelé par le nom de sa sœur. Mon grand-père essayait de garder la maison stable, mais je pouvais voir la peur en lui bien avant qu'il ne l'admette à voix haute. À l'époque, je faisais des études supérieures, je préparais une maîtrise en administration des soins de santé. Je faisais l'aller-retour tous les week-ends depuis Providence, puis tous les quelques jours, puis presque tous les jours à la fin de l'année. Je suis devenue celle qui savait quelle pharmacie avait encore ses ordonnances en stock. Je suis devenue celle qui remplissait le pilulier, appelait l'infirmière à domicile, payait la facture de chauffage en ligne et restait assise pendant de longues soirées silencieuses tandis que la télévision jouait dans une pièce qui n'était plus sûre du temps. Mes parents avaient toujours une excuse. Il y avait un voyage d'affaires. Un dîner avec un client. Un gala. Il y avait toujours une urgence dans leur propre vie qui, d'une manière ou d'une autre, prenait le pas sur le lent effondrement qui se produisait dans cette maison. Ma sœur cadette Chloé était pire parce qu'au moins mes parents savaient qu'ils négligeaient quelque chose. Chloé traitait tout cela comme un inconvénient qui gâchait l'ambiance. Elle est venue une fois avec des fleurs. A pris 3 photos près des hortensias, on a posté une en ligne avec une légende sur le fait de chérir la famille, puis est partie avant le dîner parce qu'elle avait des réservations chez des amis à Newport. Je me souviens d'avoir fait la vaisselle devant l'évier pendant qu'elle riait sous le porche, parlant fort au téléphone de l'odeur déprimante des vieilles maisons. Ma grand-mère dormait dans la pièce voisine. Mon grand-père entendait chaque mot. Elle n'a rien dit à ce moment-là, mais j'ai vu la façon dont sa mâchoire s'est bloquée. Ce regard est revenu plusieurs fois au cours de la dernière année de sa vie. Plus je me montrais, moins ma famille le faisait. C'est devenu un schéma trop évident pour être ignoré. Ma mère appelait pour demander si certains documents se trouvaient toujours dans le bureau.
Mon père demandait si les impôts fonciers avaient encore augmenté. Chloé parcourait les pièces comme si elle planifiait déjà l'emplacement des nouveaux meubles. Personne ne m'a demandé si je dormais. Personne ne m'a demandé comment je gérais les examens d'études supérieures tout en aidant 2 personnes à décliner devant moi. Personne n'a demandé ce qu'il en coûtait d'être celui qui restait. Mon grand-père a remarqué tout cela. À la mort de ma grand-mère, il a changé d'une manière qui m'a fait peur. Il est devenu plus silencieux, mais plus clair, presque plus net. C'était comme si le chagrin avait fait disparaître le brouillard et n'avait laissé que la vérité. 2 semaines après ses funérailles, je l'aidais à se mettre au lit lorsqu'il m'a serré le poignet et m'a dit, très calmement, ils pensent que je ne sais pas ce qu'ils attendent. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, même si je le savais déjà. Et elle a regardé vers le couloir, vers le bureau, vers toute la maison et a dit, ils n'attendent pas que j'aille mieux, Naomi. Ils attendent que j'en finisse. Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait rien que je puisse dire qui rendrait cela moins cruel. Et elle a expiré lentement et a ajouté, tu es la seule à être venue ici pour nous. Tous les autres sont venus ici pour ce qui viendra après nous. C'est ce soir-là que j'ai compris que l'histoire que ma famille raconterait plus tard ne serait jamais une histoire d'amour ou d'équité. Il s'agirait plutôt d'une question de possession. Je ne savais pas encore jusqu'où ils étaient prêts à aller. Une semaine après cette conversation, mon grand-père m'a demandé de le conduire en ville. Et elle m'a dit qu'il avait besoin de voir un avocat au sujet de la gestion courante d'une succession. Et il l'a dit sur un ton si décontracté que quelqu'un qui ne le connaissait pas aurait pu le croire. Mais je le connaissais. Je savais quand il prétendait que quelque chose était plus petit qu'il ne l'était en réalité. Nous nous sommes rendus en voiture dans un bureau en briques situé près de la marina, où un avocat local spécialisé dans les successions, Ethan Rowe, exerçait depuis plus de 30 ans. Il n'était pas tapax en drave-l'œil. Ce n'était pas le genre d'avocat que mon père se vantait de connaître au club. Elle était calme, précis et impossible à bousculer. Mon grand-père lui faisait confiance, ce qui me suffisait. J'y suis d'abord resté dans la salle d'attente, mais une vingtaine de minutes plus tard, Ethan a ouvert la porte et m'a demandé d'entrer. Mon grand-père était assis plus droit qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il y avait un dossier sur le bureau, un tampon de notaire à proximité et un bloc-notes jaune couvert de la petite écriture soignée d'Ethan. Mon grand-père m'a regardé et m'a dit, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement parce que j'en ai assez de prétendre que tes parents vont faire ce qu'il faut d'eux-mêmes. Ce qu'il m'a dit cet après-midi-là a tout changé. Des années auparavant, ma grand-mère lui avait rédigé un testament qui laissait la maison et le reste des biens à leur fils et à leur belle-fille, en partant du principe que la famille se comporterait comme telle. Cette hypothèse a disparu. À la place, Ethan avait préparé une nouvelle structure, un trust irrévocable. La maison y serait transférée. Le but n'était pas de me rendre riche. C'était important pour lui. Il l'a dit plus d'une fois. Ce n'est pas une récompense, Naomi. C'est une protection. La fiducie m'a nommé seule fiduciaire et m'a donné le droit de vivre dans la maison et de la préserver. Il était également difficile pour quiconque de faire pression sur moi pour que je la vende, l'hypothèque ou la donne. Ethan a même expliqué que si quelqu'un essayait plus tard de remettre en cause l'arrangement, la structure elle-même rendrait le sabotage familial impulsif beaucoup plus difficile. Mon grand-père avait réfléchi à tout cela dans les moindres détails. Et elle avait vu exactement ce qui allait se passer. Je me souviens avoir dit, ils vont me détester pour ça. Et Ethan, sans lever les yeux de la page qu'il était en train d'organiser, a dit, ils détesteront la limite. Pas la vérité. Les gens qui pensent avoir droit à quelque chose appellent toujours cela de la cruauté lorsque vous refusez de leur céder. Mon grand-père a signé ce jour-là. Les notaires ont tamponné les papiers. J'ai signé là où Ethan m'a dit de signer. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mon grand-père était épuisé, mais soulagé comme je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Au cours du mois suivant, Ethan et moi nous sommes occupés tranquillement de ce qu'il y avait à faire. Après le décès de mon grand-père, j'ai revu Ethan. J'ai finalisé le transfert de la fiducie et j'ai enregistré les documents correctement. Mais je ne l'ai pas annoncé. Cette partie était stratégique. Ethan m'a conseillé d'attendre parce qu'il pensait que ma famille révélerait ses intentions beaucoup plus clairement si elle me croyait sans défense. Il avait raison. C'est à ce moment-là que j'ai préparé le coffre-fort. Le coffre-fort mural situé dans le bureau à l'étage avait toujours fasciné ma famille parce qu'elle supposait que tout ce qui était vieux et important devait être enfermé à l'intérieur. Je me suis donc assuré que lorsqu'ils l'ouvriraient enfin, ils y trouveraient exactement ce qu'ils méritaient d'y trouver.
Dans le coffre-fort, j'ai placé une enveloppe scellée portant au recto l'écriture de mon grand-père. J et inclus une copie notariée des documents fiduciaires. Une courte lettre d'Ethan confirmant le transfert effectif et une clé USB contenant un enregistrement audio que mon grand-père avait réalisé au cours de ces dernières semaines. En plus de tout cela, j'ai placé une seule feuille de papier à la vue de tous. Elle disait: si vous lisez ceci parce que vous êtes venu chercher quelque chose à prendre, alors vous savez déjà pourquoi vous avez été laissé de côté. Je savais que ma mère ouvrirait l'enveloppe en tremblant. Je savais que mon père se tairait le premier, comme il le faisait toujours lorsqu'il se rendait compte qu'il perdait le contrôle de la situation. Je savais que Chloé continuerait à insister sur le fait qu'il devait y avoir une erreur, parce que les gens comme ma sœur ne croient jamais que les conséquences sont réelles jusqu'à ce qu'elles les frappent en pleine figure. Ainsi, lorsqu'ils se sont tenus dans ma cuisine et m'ont dit que vendredi était ma date limite, je n'ai pas discuté parce que la véritable date limite n'était pas la mienne. C'était là leur point. Vendredi était le jour où leur fantasme allait se heurter au papier, aux signatures et à la seule chose que les gens cupides ne respectent jamais jusqu'à ce qu'elle les ruine. La preuve. Les 2 jours entre leurs menaces et le vendredi ont été parmi les plus étranges de ma vie, car je devais ressembler à une femme qui se prépare à perdre sa maison tout en se préparant à la garder. J'ai emballé suffisamment de cartons pour que le spectacle soit crédible. J'en ai étiqueté certains avec des livres, des manteaux d'hiver, des ustensiles de cuisine, même si je n'avais jamais eu l'intention de les déménager. Je les ai transportés dans la chambre d'amis, où quiconque jetterait un coup d'œil dans l'embrasure de la porte penserait que j'abandonne. Dans le même temps, j'ai sauvegardé tous mes courriels et tous mes SMS. Et j'ai envoyé des copies de tous mes messages à Ethan. Ma mère a appelé mercredi matin d'une voix sirupeuse et m'a demandé si j'avais trouvé un endroit où rester. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait de me voir seule. Puis, dans le même souffle, elle m'a rappelé de ne pas prendre l'argenterie ancienne parce que c'était un bien de famille. Mon père a appelé plus tard, faisant semblant d'être raisonnable. Il a dit que faire traîner les choses ne ferait qu'embarrasser tout le monde. Et elle a utilisé le mot « tout le monde » comme le font toujours les hommes comme lui, comme si préserver son propre confort était un service public. Chloé m'a envoyé par SMS la photo d'une cuisine blanche qu'elle aimait bien et a écrit: ce serait magnifique une fois que la maison aura rajeuni. J'ai regardé ce message pendant une bonne minute. Et la maison où ma grand-mère a perdu la mémoire et où mon grand-père a perdu sa femme était, pour ma sœur, une photo d'avant. Jeudi soir, ma mère a changé de tactique. Elle est arrivée seule avec un sac en papier rempli de pâtisseries provenant d'une boulangerie que j'aimais bien à l'université et a demandé si nous pouvions nous comporter comme des adultes. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un manteau crème qui a probablement coûté plus cher que mon premier semestre de manuel scolaire, et m'a dit que la famille était très stressée, que le mariage de Chloé approchait, que mon père avait fait tant de sacrifices pour nous, et que je rendais peut-être les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé essayer la culpabilité, la nostalgie, la douceur et le martyre. Puis j'ai dit que j'étais fatiguée et j'ai fermé la porte. Vendredi après-midi, la maison semblait retenir son souffle. Le ciel était plat et froid, le genre de gris de Rhode Island qui fait ressembler l'eau à du métal. Ils sont arrivés un peu avant 5 heures. Exactement à l'heure qu'ils avaient annoncé. Mon père arriva le premier, se comportant comme un homme qui s'attendait à ce que la scène se déroule comme il l'entendait, parce que c'était généralement le cas. Ma mère a suivi, se montrant déjà offensée par mon silence. Chloé est arrivée en dernier, avec un rouge à lèvres éclatant et de l'assurance, portant des bottes hautes qu'elle n'aurait probablement pas dû porter sur du gravier. Elle a regardé l'entrée et a dit: c'est tout ce que tu as emporté. N'essayant même pas de cacher l'insulte dans sa voix, je n'ai rien dit. Mon père a demandé la clé du coffre d'Ashford. Je lui ai dit qu'elle se trouvait là où elle avait toujours été, dans le tiroir supérieur du bureau. Je voulais être là quand ils l'ont ouvert, mais je me suis tenue en retrait. Juste assez pour donner l'impression que je n'avais plus la force de me battre. C'était important. Je voulais qu'il soit à l'aise. Je voulais qu'il soit insouciant. Le bureau sentait légèrement le cèdre et le vieux papier. Mon père se dirigea directement vers le coffre-fort. Ma mère se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Chloé s'est penchée sur son épaule comme elle se penchait sur les caisses des boulangeries lorsqu'elle décidait quel dessert prendre sans le payer elle-même. La porte s'est ouverte en claquant. Pendant une seconde, il ne s'est rien passé. Puis mon père s'est immobilisé. Ma mère s'est avancée et a dit: qu'est-ce que c'est? Comme si la réponse pouvait encore être quelque chose d'inoffensif. Il a d'abord tiré la feuille du haut. J'ai regardé ses yeux parcourir la phrase.
Puis j'ai vu son visage se vider de ses couleurs. Et ma mère lui a pris les papiers. Elle a lu plus vite, puis plus lentement. Puis encore une fois comme si les mots pouvaient se réarranger d'eux-mêmes si elle refusait de les accepter la première fois. Chloé a pris la clé USB et a demandé ce que c'était. Sa voix s'était éteinte. Mon père a ouvert la lettre de mon grand-père et l'a lue dans un silence total. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils avaient compris. Pas émotionnellement, pas moralement. Légalement. La pièce a changé. Tout ce qui s'y trouvait a changé. La confiance avait disparu. La performance n'était plus elle. Et ma mère s'est tournée vers moi avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Non pas parce qu'elle ne l'avait jamais ressenti, mais parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de me le montrer. La peur. Une vraie peur. Naomi, dit-elle, et cette fois, il n'y avait pas de douceur dans sa voix. Que as-tu fait? Je l'ai regardé et j'ai dit, j'ai suivi les instructions. Chloé a commencé à dire qu'il devait y avoir une erreur, que grand-père ne ferait jamais ça à sa famille. Que c'était une manipulation, que quelqu'un l'avait piégé. Pendant qu'elle parlait, mon père continuait à lire, parcourant chaque page comme un homme à la recherche de la phrase qui le sauverait. Il n'y en avait pas. Ils sont partis 10 minutes plus tard sans plus rien prétendre. Ma mère a oublié son sac à main sur la chaise du bureau et a dû revenir le chercher. Mon père ne m'a pas regardé en sortant. C'est Chloé qui l'a fait. Si la haine avait eu de la température, la pièce en aurait été fissurée. Puis les appels téléphoniques ont commencé. Ma mère a appelé 6 fois en 10 minutes. Puis 8 autres. Puis elle a laissé un message vocal si essoufflé qu'on aurait dit qu'elle avait couru à l'étage. Naomi, s'il te plaît, ne dépose rien d'autre. Rappelle-moi avant de parler à l'avocat. Nous devons en discuter en famille. Puis un autre message vocal, plus froid cette fois. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Puis un autre, encore tremblant, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. J'ai sauvegardé chaque message, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai écouté leur panique s'empiler dans ma boîte de réception, un appel à la fois. Le samedi matin, la guerre s'était déplacée hors de la maison et dans la ville, qui était exactement l'endroit où ma mère avait toujours aimé se battre. Stonewall était le genre d'endroit où le caissier de l'épicerie savait qui venait de se faire opérer, qui buvait trop et qui avait laissé mourir sa haie. Les nouvelles voyageaient vite, mais la sympathie aussi, à condition d'être bien préparée. Ma mère a toujours été douée pour cela. Elle savait transformer la cruauté en sollicitude avec une telle aisance que les gens la remerciaient pour cela. À midi, 2 personnes m'avaient envoyé un SMS pour me demander si j'essayais vraiment de tout prendre pour moi. Une femme de l'église, qui n'avait pas rendu visite à mes grands-parents une seule fois de leur vivant, a écrit que ma mère était dévastée et qu'elle voulait simplement la paix. J'ai failli rire en lisant cela. Ma mère ne voulait pas la paix. Elle voulait avoir accès. Elle voulait la maison, l'histoire et le droit de s'appeler la personne blessée après avoir essayé de me chasser de ma propre maison. Ethan m'avait prévenu que cela arriverait. Et elle m'avait dit que dans les conflits de propriété, les gens ne se battaient pas seulement pour les biens, mais aussi pour la narration. Celui qui a l'air le plus sympathique a souvent l'avantage, même si les documents sont solides. A eu lieu de réagir de manière émotionnelle. J'ai donc constitué un dossier. J'ai sauvegardé tous les messages vocaux. J'ai imprimé chaque texte. J'ai exporté tous les courriels que Chloé m'avait envoyés au cours du mois précédent. L'un d'eux était particulièrement utile parce qu'elle avait oublié d'être prudente et m'avait transmis un échange avec un organisateur de mariage qui demandait si la fin de l'été serait une meilleure période pour organiser un dîner de fiançailles dans la maison avant de la mettre en vente au printemps suivant. C'est là que le bâtiment blesse. Ne pas la préserver. Ne pas y vivre. Ne pas honorer la famille. La vendre. Ethan a failli sourire lorsque je lui ai montré ce courriel, ce qui, pour lui, équivalait à rire aux éclats. Il m'a également aidé à rassembler des documents dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin pour prouver quelque chose qui aurait dû être évident. Des copies des livraisons de médicaments que j'avais signées. Des reçus de courses. Des factures pour des réparations que j'avais organisées, des notes d'agenda, des factures de station-service pour les longs trajets aller-retour pendant que j'étais à l'université. L'infirmière à domicile a même rédigé une déclaration disant que j'étais le seul membre de la famille à avoir constamment coordonné les soins pendant le déclin de mes grands-parents. Pendant ce temps, mes parents continuaient à faire des erreurs. Mon père m'a envoyé un message qui disait : Tu as fait valoir ton point de vue.
Signe la fin de la gestion partagée et nous pourrons tous nous en sortir avec dignité. La gestion partagée signifiait nous rendre l'arme et nous faire confiance pour ne plus l'utiliser. Ma mère a tenté une approche plus douce et a écrit qu'un conflit juridique ne ferait que blesser la mémoire de grand-mère. J'ai regardé cette phrase pendant un long moment parce que les gens comme elle traînent toujours les morts dans des disputes auxquelles ils n'ont jamais pris la peine de participer de leur vivant. Dimanche soir, Chloé, furieuse et négligente, m'a envoyé par erreur un message destiné à ma mère. Et elle disait, si elle ne coopère pas, dis à papa d'insister sur la question de la dette. Elle pliera si elle pense que tout le monde saura pourquoi nous avons besoin de la vente. Elle l'a annulée quelques secondes plus tard. Mais pas avant que j'aie fait une capture d'écran. C'était la première fois que je savais avec certitude que la situation financière de mon père était pire que ce que tout le monde admettait publiquement. Ethan a creusé un peu plus, légalement et prudemment, et lundi, il en avait assez pour confirmer ce que nous soupçonnions. L'entreprise de mon père battait de l'aile. Une ligne bancaire s'était resserrée. Les dettes personnelles s'accumulaient. Il n'avait pas voulu la maison parce qu'elle représentait la tradition. Il la voulait parce qu'elle représentait l'évasion. Une fois que j'ai compris cela, tout s'est mis en place, la fausse urgence, le délai de 2 jours, la pression. L'insistance soudaine sur le fait que Chloé avait besoin de la maison pour son avenir. Il n'a jamais été question de son avenir. Elle n'était que la plus belle histoire qu'ils espéraient faire passer pour un vol sentimental. Et la situation s'est envenimée avant de s'améliorer. Ma mère a déposé une requête civile pour contester la fiducie. L'argument était prévisible. Ils ont prétendu que mon grand-père était trop fragile pour comprendre ce qu'il avait signé et que je l'avais manipulé alors que je m'occupais de lui. C'était dégoûtant, mais pas surprenant. Lorsque les gens ne peuvent pas battre vos documents, ils s'en prennent à votre personnalité. Ethan a déposé notre réponse le jour même et m'a dit de me préparer à une audience. Il m'a également dit quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire. Il m'a dit, la vérité est importante au tribunal, Naomi. Mais le sang-froid l'est presque autant. Ils veulent que tu sois émotive. Ils veulent que tu aies l'air instable. Ne leur prête pas ton visage pour leur histoire. J'ai donc fait exactement ce qu'il m'a dit. J'ai cessé de réagir. J'ai mal dormi, mais je me suis présentée préparée. J'ai porté un costume bleu marine. J'ai organisé notre classeur. J'ai apporté l'enregistrement audio de mon grand-père, la déclaration d'infirmière, les registres de soins, la réparation en voix, le courriel concernant la mise en vente de la maison et la capture d'écran concernant la dette. Lorsque la date de l'audience est arrivée, je n'avais plus peur de perdre la maison. J'avais peur d'entendre à quel point les personnes qui m'ont élevé pouvaient facilement se lever en public et mentir à mon sujet sans sourciller. Ethan m'a dit de les laisser faire. Il m'a dit que parfois, le moyen le plus rapide de détruire une fausse histoire est de lui donner suffisamment d'espace pour qu'elle révèle à quel point elle n'est pas naturelle. Il avait raison sur ce point aussi. L'audience s'est tenue un jeudi matin dans une salle d'audience du comté qui sentait légèrement le papier, le café et l'encaustique. L'audience n'a pas été dramatique comme le sont les salles d'audience dans les films. Au début, personne n'a crié. Personne n'a tapé sur les tables. Le danger qui régnait dans cette salle provenait de l'air calme que chacun essayait de donner alors qu'il se préparait à s'étriper avec des mots. Mes parents étaient assis à la table des requérants, avec Chloé entre eux, vêtue de bleu pâle, comme si l'innocence avait une couleur. Ma mère s'est tamponnée les yeux avant même que tout ne commence, ce qui m'a indiqué qu'elle avait l'intention de faire son deuil avant que les faits n'aient eu l'occasion de s'exprimer. Mon père avait l'air tendu, fatigué et furieux en apparence. Le juge était une femme d'une 60aine d'années dont le visage me disait qu'elle n'avait aucune patience pour la manipulation déguisée en inquiétude. Cela m'a aidé. L'avocat de ma famille a commencé par me dépeindre exactement comme Ethan l'avait prédit. Une jeune femme en deuil, isolée, accablée, émotionnellement compromise par la perte, incapable de gérer de manière responsable une propriété de grande valeur reçue en héritage. Elle a déclaré que mes parents n'avaient agi que par souci de préserver l'harmonie familiale et d'éviter une mauvaise gestion financière. La famille. L'harmonie. J'ai failli baisser les yeux sur le classeur posé sur mes genoux, juste pour m'empêcher de sourire en voyant à quel point cela semblait absurde après la semaine qu'il m'avait fait subir. Ethan s'est levé lorsque son tour est arrivé et n'a pas perdu une seconde à se mettre en scène. Il commença par les dates. Il commençait toujours par les dates. Il a expliqué au tribunal la constitution du trust, l'exécution, la notarisation,
l'enregistrement. Il a ensuite exposé l'historique des soins prodigués à mes grands-parents et les personnes qui avaient été présentes pendant ces années. Il a présenté la déclaration de soins infirmiers. Il a présenté les registres des dépenses. Il a montré des copies de mes voyages et des factures à mon nom pour l'entretien et les nécessités de la maison. Il n'a pas dit que je les aimais davantage. Il a fait quelque chose de mieux. Il a montré que j'en avais fait plus. Il a ensuite demandé à ce que l'enregistrement audio soit admis. L'avocat de ma mère s'y est opposé. Le juge a écouté la base, a regardé la transcription qu'Ethan avait préparée et l'a admise pour une considération limitée. Lorsque la voix de mon grand-père a retenti dans les haut-parleurs de la salle d'audience, mince mais indubitablement claire, quelque chose en moi s'est stabilisé. Il a dit qu'il n'était pas confus, il a dit qu'il protégeait la maison des gens qui la considéraient comme de l'argent, il a dit qu'il avait choisi la petite fille qui avait été là. Ma mère a regardé droit devant elle. Chloé a cessé de faire semblant de prendre des notes. Mon père a bougé une fois, puis est resté complètement immobile. Et si l'audience s'était arrêtée là, je pense que nous aurions déjà gagné. Mais Ethan n'avait pas fini. Il a présenté l'email de Chloé concernant l'organisation d'un dîner de fiançailles avant la mise en vente de la propriété. Son avocat a essayé de dire qu'il s'agissait d'un simple brainstorming. Ethan a répliqué avec le texte où elle se plaignait. Je retardais le calendrier des rénovations. Ensuite, il y a eu le message sur l'angle de l'endettement. Il n'a pas tout révélé en même temps, il l'a superposé. C'est ce qui a été le plus brillant. D'abord l'avidité, puis la planification, puis le motif. Enfin, il est passé aux finances de mon père. Il n'avait pas besoin de révéler tous les détails privés. Il n'avait besoin que d'en montrer suffisamment pour justifier l'urgence de la situation. Il y avait des dettes. Il y avait des pressions. Il y avait une raison pour laquelle la famille voulait contrôler rapidement un bien de grande valeur. L'avocat de mon père s'y est à nouveau opposé. Mais le juge a autorisé une série de questions sur le motif. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Ethan a demandé à mon père s'il m'avait dit à plusieurs reprises que la famille devait régler cette affaire en privé pour éviter tout embarras. Mon père a répondu par l'affirmative. Ethan a demandé s'il avait proposé une gestion partagée après avoir appris l'existence de la fiducie. Mon père a de nouveau répondu par l'affirmative. Ethan a demandé si la famille m'avait donné 2 jours pour quitter les lieux avant toute décision de justice. Mon père a hésité, puis a dit qu'ils avaient proposé un plan de transition. La juge a levé les yeux au ciel à cette formulation. Même elle pouvait entendre la tournure qu'elle prenait. Puis Ethan a posé la question qui a finalement fait tomber le masque. Il a demandé, Monsieur Carter, étiez-vous sous pression financière au moment où vous avez tenté de forcer l'accès à la maison? Mon père a essayé d'esquiver. Il a dit que chaque famille avait des pressions. Ethan lui a demandé à nouveau, plus précisément, cherchiez-vous ou non à prendre le contrôle immédiat de la propriété parce que vous pensiez qu'une vente ou un refinancement pourrait soulager ces pressions? Mon père a regardé le juge, son avocat et moi. Pendant une seconde, j'ai vu le vieil instinct en lui, celui qui choisissait toujours la domination plutôt que la prudence. Puis il a prononcé la phrase qui a mis fin à tout cela. Et elle a dit, nous avions seulement besoin qu'elle cesse d'être égoïste suffisamment longtemps pour signer afin que la famille puisse stabiliser les choses. La salle d'audience est devenue silencieuse, comme le sont toutes les salles lorsque quelqu'un vient d'admettre trop de choses pour pouvoir revenir en arrière. En une seule phrase, il avait transformé l'inquiétude en stratégie et la famille en moyen de pression. Le juge lui a demandé de clarifier. Et elle a essayé de revenir en arrière. Il a dit qu'il voulait dire que tout le monde en profiterait. Mais le mal était fait. Et la requête ne visait plus à me protéger d'une mauvaise gestion des biens. Il s'agissait de faire pression sur moi pour que j'en abandonne le contrôle. Lorsque la juge a rendu sa décision, elle a été précise et froide. Elle a maintenu la fiducie. Elle a rejeté l'intégralité de la contestation. Elle m'a reconnu comme l'unique fiduciaire légitime. Elle n'a trouvé aucune preuve crédible d'influence indue et a noté que le dossier documentaire montrait de manière écrasante que j'avais été la principale personne à s'occuper des enfants et à gérer les biens. Elle s'est ensuite penchée sur le comportement de ma famille. Elle a critiqué la tentative de pression exercée sur moi pour que je quitte les lieux avant toute résolution juridique. Elle leur a ordonné de payer une partie substantielle de mes frais de justice. Elle a également rendu une ordonnance civile leur interdisant de pénétrer dans la propriété ou de me contacter en dehors des voies légales pendant 2 ans, à moins que je n'y consente expressément par écrit. Ma mère a pleuré pour de bon,
non pas parce qu'elle m'avait perdu, mais parce qu'elle avait perdu le contrôle de l'histoire. Chloé avait l'air d'avoir perdu l'air. Plus tard, j'ai appris que la famille de son fiancé avait reporté sa contribution financière au mariage après avoir réalisé que la maison dont elle avait laissé entendre qu'elle ferait partie de leur avenir ne lui appartiendrait jamais. Le mariage n'a pas eu lieu, mais le fantasme, lui, a pris fin. Mon père est sorti du tribunal en paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Dans une ville comme la nôtre, les gens n'ont pas besoin d'un scandale officiel pour savoir ce qui s'est passé. Ils ont seulement besoin de suffisamment de vérité pour commencer à relier les points. Dans les 2 semaines qui ont suivi, il a discrètement démissionné d'un comité local de collecte de fonds qu'il avait toujours utilisé pour soigner sa réputation. Personne n'a annoncé pourquoi. Personne n'avait besoin de le faire. Ce soir-là, ma mère a appelé une nouvelle fois d'un numéro inconnu et a laissé un message vocal auquel je n'ai jamais répondu. Elle m'a dit que j'avais humilié la famille. Je l'ai écouté dans ma cuisine et j'ai pensé, non. Vous l'avez fait vous-même au moment où vous avez essayé de me chasser d'une maison que j'avais passé des années à protéger alors que vous étiez trop occupé à planifier ce que vous pourriez en faire une fois que les vieux seraient partis. Je suis retourné à Stone Mill. L'après-midi même de la fin de l'audience. Le trajet m'a semblé plus court que d'habitude. Peut-être parce que, pour la première fois depuis des semaines, je ne me dirigeais pas vers une menace. Je rentrais chez MOI. Et la maison avait exactement la même apparence depuis la route. Ce que j'aimais plus que je ne saurais l'expliquer. Les mêmes murs en pierre. La même rampe de porche usée par les intempéries. La même rangée d'arbres légèrement courbés par le vent de l'eau. Rien n'annonçait la victoire. Il était simplement toujours là, ce qui était suffisant. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et j'ai pénétré dans le silence qui m'avait soutenu plus de fois que je ne pouvais le compter. Je suis resté 1 minute dans l'entrée sans enlever mon manteau. Puis je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai mis la bouilloire en marche et j'ai attrapé la vieille tasse en céramique que mon grand-père utilisait tous les matins. Elle avait un petit éclat près de l'anse et un bord bleu délavé. J'ai apporté mon thé sous le porche et je me suis assise là où la lumière frappait les planches en fin d'après-midi. De là, je pouvais voir l'eau et le bord du jardin que ma grand-mère aimait tant. Même après avoir cessé de se souvenir du nom de la moitié des fleurs qu'il contenait. Je pensais que je me sentirais triomphante d'une manière éclatante. Ce n'était pas le cas. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est de la propreté. Claire. Comme si la pression dans ma poitrine avait été relâchée, un virage prudent à la fois. Je n'ai pas sauvé la maison parce que j'étais plus forte que les autres, ou plus intelligente que les autres, ou plus froide que les autres. Je l'ai sauvée parce que je suis restée quand il était difficile de rester. C'était la vérité. Je suis restée quand les mises à jour des médecins devenaient répétitives et tristes. Je suis restée quand il fallait payer les factures, faire les courses et que les nuits semblaient trop longues. Je suis restée quand il n'y avait rien de glamour, rien de rentable et aucun public pour m'applaudir. Et en fin de compte, cela a compté plus que le charme, plus que les droits. Plus que le sang. C'est la leçon à laquelle je reviens sans cesse. Le sang peut créer des liens de parenté, mais il ne rend pas automatiquement les gens aimants, sûrs ou dignes de confiance. La vraie famille ne se définit pas par qui exige l'accès à quelque chose qui a de la valeur. Et la vraie famille se définit par qui reste présent lorsque la vie devient difficile, peu pratique et peu photogénique. Il y a autre chose que cette histoire m'a appris, et je pense que c'est important pour tous ceux qui écoutent et qui ont déjà été manipulés par le mot famille. L'amour sans limite peut être exploité. La loyauté sans respect de soi peut se transformer en cache. Et se protéger ne signifie pas être cruel. Tenir des registres ne fait pas de vous un calculateur. Refuser d'abandonner ce que l'on a construit, préserver ou soigner ne fait pas de nous des égoïstes. Parfois. La chose la plus responsable qu'une personne puisse faire est de mettre la compassion et l'épreuve dans la même main. Ce n'est pas de l'amertume. C'est de la sagesse. J'ai regardé l'eau, pris une lente gorgée de thé et pensé à quel point j'avais envie que mes parents deviennent les personnes que j'espérais qu'ils soient, au-delà du contrôle et de la performance. Mais la paix est venue lorsque j'ai cessé d'attendre cette version 2 et que j'ai commencé à croire la version qu'ils m'avaient déjà montrée. Et la maison était calme. Les planches du porche grinçaient doucement sous ma chaise. Quelque part au bord de l'eau, une mouette a crié une fois, puis tout est redevenu calme. J'avais toujours 27 ans. J'étais toujours seule sous ce porche. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'être abandonnée. J'avais l'impression d'être libre. Et si quelqu'un a déjà utilisé la famille.
La culpabilité ou l'obligation pour vous pousser hors d'une place que vous avez gagnée par l'amour et le sacrifice. J'espère que cette histoire vous rappellera que votre silence n'est pas forcément synonyme de capitulation et que votre gentillesse n'exige pas que vous vous trahissiez vous-même. Et avant que je ne vous laisse ici, sous ce porche, avec moi, dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est là où vous êtes, parce que je veux savoir jusqu'où cette histoire a voyagé et si une partie m'a semblé un peu trop familière. We're like, you know, I want to watch you two together. Not like that. Don't be weird. Thank the Lord you showed up when you did. I don't know. What do you want to do? Oh, I'm sorry, All right, sweetie. ma'am. It's over now. Thank you. Again. Oh, sorry. I didn't mean to stiff shoulder you there. Nice folks round here. It was a lawless time. Come on. And all the dysentery. I do enjoy modern medicine and vaccines. I'm fond of that. Yeah. I also played the Oregon Trail. As a kid who grew up Mormon, I knew the Oregon Trail. Were tampons a thing back then? Absolutely not. You free bled, my friend. Free bleed all day. Yuck! Oh, now I got a thick ass storm? Yeah. Bro. I thought that piece of tree was a wolf. Rags. Uh-oh. What do we got here? You know what? I'll still skin it to get the meats. That's where the term on the rag came from? My God. Damn. In your opinion, Nick, if there's a Red Dead 3, there should be an early prequel when the gang is formed? I completely agree. Oh, yeah, we're gonna drop that. Like, I really want to see how it was formed, how we got to this point. I am going to take a rest. There's an activity nearby? Oh! We were almost on that road together, lady. We almost got taken out by it. That's scary. Feels really loud for me. Hold on. That's better. And that's what I said after playing Red Dead 1, is I was like, hey, when we were thinking about Red Dead 2, did we know what it was gonna be about? Did we know if it was gonna be like about Jack? And then chat was like, no, we knew. And then it came out that was only because like the game devs told people. But I would really like to see how Jack grows up and if he follows Daddy's footsteps. Imagine they came out with a making of Red Dead series, like how I'm making a movie. Ooh, I would eat that the fuck up. Alright, where is said mammal? RV there yet is on sale for 5 eagles. What? Was that English? I don't think it was. Eagle dollars? Oh, I'm a moron. 5 doll hairs, that's not bad. Alright, we could play RV. Is that the one where it's like the co-op? Of course it's co-op.
but where it's co-op, and then you got to try to maneuver your RV and yourselves appropriately on ledges. Because if so, that will be chaotic and you'll see me rage. It'll be great! Sorry, I'm turning on my pumpkins. I was not prepared like I thought I was. Towards crown of moose and look in trees. Thanks, Eric, for keeping me on track. Guess who didn't take her meds today? Me. What's this? Violet Snowdrop. Oh, that's her. Straight ahead. Ooh, mushroom! Jeffrey Dean Morgan is open to playing. I know, and I feel very passionately about Jeffrey Dean Morgan. And then, who's the guy who he plays? We should play Demonologist. Oh my god. That's like Phasmo, right? But scarier. Oh fuck, I forgot the other guy. Hang on. Carl Urban. My god, my brain. Carl Urban also said he would like to play a character in Red Dead if it ever gets made into a film. So, way scarier. Of course, I feel some way about a guy named Jeff. I have always been a sucker for a J name. I've dated 2 Jeffs, a Justin, a John. Yep. All right, focusing again. Wait. That's a turkey! Oh, I have, Mia. Okay, we're going back. Where? I'm almost there. You've been on C names? That's rough business. If this dumb animal doesn't show itself or it's shit to me soon, I'm going to shit myself. It's similar to Phasmo, but way scarier, and it has jump scares. Yeah, they do want us to shit ourselves. Almost halfway to our light goal. Thank you so much, Nick. I truly appreciate that. Eric, I'm calling upon you. I don't know what I'm doing or where this aminal is. I just want him. How to find this stupid buck. Oh, it's not even the buck. What is this? A ram? Who is he? Moose? This is a moose, isn't it? It is the moose because the buck's all the way in the other freaking part of the world. It's for the content that we shot ourselves. It is the moose. I'm trying to find a big ass moose.
Hold on. Didn't we say the buck was over here? There he is. You're holding out for a sunny day? Well, unfortunately, Eric, there is no sun. All right. I forgot I'm trying to take out a moose.